Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du métaverse, un outil pour mieux recruter. On vous explique tout avec Alain Garnier, le fondateur de Jamespot. Smart Philo, approche existentielle ou approche professionnelle dans le rapport au travail. Ça c'est un sujet de fond évidemment qui est en cours en ce moment depuis presque 6 mois, 1 an. On en parlera avec Pierre Delbé, il est docteur en philosophie et directeur d'IFAE. Et puis le cercle RH, c'est un grand entretien. Alors faire un petit pas de côté, vous allez voir, on va parler d'entreprise avec Grégoire Furer. Il est le fondateur de Montreux Comédie Festival. Vous avez forcément regardé à la télévision ou sur des vidéos ou à Montreux, eh bien, ce festival de comique, de stand-up. Et il sera notre invité, il va nous raconter aussi comment la culture s'adapte, s'est adaptée et comment elle crée de l'emploi. Il sera notre invité dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, qui gère les difficultés RH, des RH, bah oui, ils sont en première ligne, mais ils sont parfois un peu seuls. On en parlera avec Clara Leparquier, elle est CEO de MTH Coaching, au chevet donc des RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler de technologie, on va parler métaverse. On en a alors beaucoup entendu parler, on connaît quand même un petit peu l'outil. Ce métaverse, cet univers virtuel. Alors ça peut être ludique, mais ça peut être aussi un outil de recrutement. On en parle avec Alain Garnier. Bonjour Alain. Bonjour. Ravi de vous accueillir, le CEO, le fondateur de Jamespot. Oui. D'abord, pourquoi Jamespot d'ailleurs? Pourquoi votre nom? Je ne vous l'avais pas demandé ça la fois dernière. Jamespot, parce qu'en fait, on voulait remettre nous l'humain au cœur des systèmes d'information, justement, dans le numérique, parce que des fois on l'oublie, l'humain. Et un spot, c'est un endroit sympa. C'est un endroit, justement, un spot de surf, un endroit où, voilà. Donc c'est James, un prénom qui est aussi international, parce qu'on a une vocation à être international. Donc Jamespot. Créé en 2005, qui est le premier éditeur de solutions collaboratives dans le cloud français. Et puis, vous franchissez une étape. Alors, c'est intéressant de revenir d'abord sur l'évolution de votre structure et puis le contexte du métaverse. Comment vous avez évolué? C'est le Covid qui vous percute de plein fouet. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que déjà, il faut rappeler effectivement Jamespot, nous, on fournit des outils de communication et de collaboration pour que, tout simplement, on travaille mieux dans le monde digital. Plus communiquer, quoi. Et ça, on a vu l'évolution. Avant, on avait le mail, puis après, on est passé à des outils collaboratifs, on édite des documents, on travaille en projet, on rajoute des visios, c'est-à-dire qu'on commence à avoir le fait que tout d'un coup, on puisse communiquer en temps réel. Et puis, le Covid arrive pour tout le monde, a mis tout le monde un petit peu en mode télétravail, ce qu'on appelle remote, c'est-à-dire que chacun était chez soi. Et là, la question, c'est que tout d'un coup, il y a une perte de relations, une perte de liens. Et si on prend tout le cycle de vie d'un employé, son recrutement, pendant qu'il arrive, son onboarding, comme on appelle ça, sa vie à faire des réunions, à essayer de travailler avec les autres, mais comment est-ce qu'on fait avec ce monde où on est déconnecté? On est connecté par le numérique, mais déconnecté on ne va plus dans les bureaux. Et c'est là où nous, en fait, on est toujours très très proche de l'innovation. On a utilisé d'abord pour nous, et ensuite on a fait un produit d'un métavers 2D, c'est très important à dire, c'est-à-dire que c'est 2D, 2D, c'est-à-dire que c'est pas besoin du casque de réalité virtuelle, c'est important de le préciser. Voilà, pas besoin de matériel spécifique, mais dans lequel on reconstitue finalement la vision de là où on travaille et on se déplace sur cet univers 2D, ces bureaux virtuels, pour recréer en fait une perception et une compréhension de son corps dans ce monde numérique. Et ça, c'est essentiel et ça change vraiment beaucoup de choses et c'est effectivement une proposition qui est en train de faire Flores aujourd'hui. On a des petites animations qu'on a sélectionnées, notamment la sélection du bureau, si Nicolas Juchat va nous la montrer, elle est intéressante parce que c'est de ça dont il est question. Alors, on la voit voilà. Le bureau. Alors ça, racontez-nous ça. Alors ça c'est intéressant parce qu'on en a vu 2. Ça c'est l'open space. Voilà, ça c'est notre, justement, ça c'est ce qu'on appelle notre QG. Voilà, c'est l'endroit où justement les gens peuvent venir nous voir d'ailleurs à Jamespot et ça ressemble à un open space avec par contre des bureaux fermés et en fait à chaque salle, en fait ce qui va se passer c'est quand on va se déplacer avec nos petits avatars à l'intérieur de ça, si par exemple je vais dans la salle orange et que vous y allez également, et ben tout d'un coup au moment où on rentre tous les deux, hop, il y a une visio qui va apparaître sur la moitié de l'écran. Et donc là on se voit en réel. Et on se voit en réel. Donc c'est pas nos avatars qui apparaissent. Exactement. Et c'est là où il y a la grande différence avec le fameux métavers 3D, dans lequel souvent en fait on va avoir un avatar qui va être une représentation un petit peu fantasmée
fantasmé. Et en fait, les gens sont toujours mal à l'aise avec ça, parce qu'en fait, on n'est pas encore dans ce monde-là. Peut-être dans 50 ans, tout le monde sera complètement acculturé à ça. Donc on est en hybride. On est à la fois dans un métaverse 2D, puis ensuite on revient dans la visio avec votre visage et le mien, et on peut se parler dans une salle de réunion virtuelle. Exactement. Et alors, si par contre on est au milieu et qu'on se rencontre, hop, il y a une petite bulle qui apparaît. Donc là, c'est 2 petites visios, et là, on se parle en direct. Donc il y a une spontanéité aussi. On peut se parler dans les couloirs avec Exactement. Donc c'est soit le one to few, c'est-à-dire qu'on se voit à 2, à 3, jusqu'à 4, soit le truc un peu plus organisé. Tiens, on se retrouve dans les salles de réunion. Et ça, pour la vie d'une entreprise, ça change complètement le rapport qu'on a aux autres, en fait. C'est vraiment un changement, parce que quand on est en remote, on est là face à son ordi. Où sont les autres? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Et je ne parle même pas des managers. Là, en fait, on voit en temps réel où est l'autre, dans quelle salle il est. Exactement. D'accord. Exactement. Et il y avait l'autre animation avec ce bureau un peu sombre, alors, avec cette lumière qui vient éclairer le centre du bureau. Voilà là. Voilà. Ça, c'est quoi alors? Alors là, on a un autre bureau. C'est aussi pour montrer que là, on peut. C'est notre cyberpunk bureau. Alors, on est dans le turfu, là, on est vraiment ailleurs. Et en fait, c'est aussi pour dire que ces bureaux virtuels peuvent être complètement construits en fonction de l'image que vous voulez. Vous pouvez aller d'un truc très futuriste comme ça, on a une espèce d'ambiance comme ça, un peu postmoderne. Donc là, on tient à 10, hein, on est d'accord. Oh, facile, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que chacune des petites tables là qu'on voit sont aussi occupées. Sont des petites visios. Là aussi, on rentre là-dedans, et donc on peut monter jusqu'à. Alors, en général, ça c'est fait plutôt pour une dizaine de personnes grand max, hein, parce que sinon on fait des grandes salles. Il y a aussi le fait d'essayer de retrouver, comme dans la vraie vie, que les espaces de visio soient à la taille du nombre de personnes qu'on est. Hein. Ça aussi, ça permet aussi aux gens de créer de l'intimité, par exemple. Et dernière animation, parce que c'est intéressant, vous créez des environnements, donc vos clients vous réclament aussi l'environnement dans lequel ils veulent évoluer. Oui. Et là, on quitte l'univers punk. Voilà. Mais c'est la mer. Voilà, c'est la mer, là, c'est pépère. Plus solaire. Et ça, c'est notre carte. Vous voyez, par exemple, il y a le AirSpot qui est au milieu, c'est l'espèce de montgolfière qui est notre moyen de, justement, on a réutilisé le spot pour aller dans les airs, donc pour aller finalement d'un espace virtuel à un autre. Parce qu'après, OK, on a mes bureaux, mais on peut aller dans d'autres bureaux. Et puis, on a des espaces publics. Là, aujourd'hui, sur Genspotland, on peut aller sur le net. Vous avez des espaces de coworking et un café qui est ouvert et qui est gratuit. Donc, les gens peuvent essayer et goûter le métavers de Genspot gratuitement. Mais pas le café. Non, ça donne pas encore le café. Non, c'est ça. Pas encore. Mais donc, c'est pour dire que et c'est là où le métavers, c'est des liens entre des univers et qu'il faut le voir effectivement comme une expérience continue. Avant de nous quitter, Alain Garnier, pourquoi pas franchir l'étape de la 3D qui crée vraiment l'immersion et l'expérience virtuelle 100%? Mais parce que justement aujourd'hui, elle pose un certain nombre de problèmes. Les systèmes techniques ne sont pas forcément de super qualité aujourd'hui. Il faut avoir du matériel qui coûte très très cher. Ça fatigue. Les gens sont très fatigués quand ils sont dans ces trucs 3D parce que les sens sont très 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 sollicités. Ça fatigue. Voilà. Après, il y a aussi le fait qu'il y a justement une telle projection que ça déconnecte un peu de l'objectif premier qui est quand même par exemple de travailler ensemble. Et donc cette légèreté qu'on a aussi dans un système plus simple. On le perd avec la technologie aujourd'hui. Et encore une fois, ça, c'est des questions d'évolution. En tout cas, le métavers 2D, c'est la technologie d'aujourd'hui pour travailler en mode immersif. Genspotland. Allez donc sur Genspot, allez voir les environnements, puis après, tout ça est fait sur mesure, évidemment, par les équipes d'Alain Garnier. Merci de nous avoir rendu visite. C'est moi. Pour cette rentrée 2023. À très très bientôt. Et puis, évidemment, on suivra de près vos initiatives autour du métaverse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parle du travail. Ça, c'est quelque chose qui vous traverse aussi, ce rapport au travail existentiel, professionnel. Quelle relation on entretient avec le travail? C'est un thème philo, et ça tombe bien, on en parle dans Smart Philo. Smart Philo, on parle du travail, du rapport justement des collaborateurs à leur travail, rapport professionnel, on fait une carrière de 40 ans, on ne change pas de poste, ou une carrière et une relation plus existentielle au travail. On en parle avec Pierre Delbé, je suis ravi de vous accueillir Pierre, docteur en philosophie, directeur d'IFAE et auteur de Aristote, 10 clés pour repenser le management, qui est votre livre dont vous nous aviez parlé. Le travail, approche existentielle ou professionnelle, est-ce que d'ailleurs les deux termes sont compatibles ou incompatibles? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut choisir un camp ou est-ce qu'on peut être les deux à la fois d'une certaine manière? Parce que c'est un peu ça l'idée. C'est dans les entretiens d'évaluation, le salarié, il sait plus ce qu'il doit répondre. Alors, je crois que c'est une question effectivement qui se pose parce que jusqu'à présent,
La question, c'était, j'avais une vie professionnelle, j'ai une vie privée. Il s'agit de préserver l'une et l'autre, et on mettait une clôture. Et ça a été pas mal, je dirais, un peu la philosophie. Jusqu'à présent, j'avais d'un côté la vie professionnelle, de l'autre la vie privée. Sauf qu'avec le confinement, avec le télétravail, etc., cette clôture vole un peu en éclats. Et donc, il y a une approche qui est de plus en plus floue, si je puis dire, de ma vie privée, de ma vie professionnelle. Et donc, ça pose la question de savoir, finalement, il y a un côté un peu technique dans l'approche professionnelle, qui est l'évaluation, qui est la fonction que j'exerce, qui sont les résultats, etc. Mais justement, dans cet entretien d'évaluation qui est un passage obligé, oui. Ça pose un vrai problème pour le collaborateur. Il doit effectivement, à cet instant, trouver le juste milieu, choisir son camp. Est-ce qu'il doit avouer qu'il a envie de lever le pied, qu'il n'en peut plus? Est-ce qu'il doit faire croire qu'il est toujours très, très, très engagé? C'est très complexe, cette relation-là. Alors oui. C'est très complexe. On ment pas? Alors voilà. Et c'est, je dirais, en philo, c'est la différence qui existe entre la personne et le personnage que je suis obligé de jouer au sein de mon entreprise. Que je suis obligé ou que je joue volontiers. Vous savez, il y a cette image extraordinaire de Sartre qui parle du garçon de café. Et le garçon de café qui se promène, qui virevolte, etc., avec son plateau, ses verres, etc. Il pose la question. Il joue. Il joue à quoi? Il joue à être garçon de café. Et ça ne lui pose pas de problème, ça se passe bien. Voilà. Et je crois qu'effectivement, le professionnalisme, c'est effectivement jouer un personnage dans une économie de la relation. Et ça va, ça se passe bien. Sauf qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de rejoindre la personne derrière le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'aller la chercher, cette personne. Et donc, effectivement, on ne peut pas simplement être devant un personnage qui va vous faire une évaluation, qui va vous passer un questionnaire, et il faut répondre, il faut donner des résultats, il faut s'engager. C'est la réalité d'un entretien, hein. C'est un questionnaire. Absolument, c'est tout à fait la réalité, oui, tout à fait. Et c'est une grille à laquelle exactement, on doit se plier. Et dans lesquelles, au fond, il y a un problème de langage, vous voyez ce que je veux dire? Et ce problème de langage, c'est, si jamais on pose la question, c'est quoi vos objectifs? Question à 1000 balles. Mon projet de vie personnelle à comparer aux objectifs professionnels. Voilà des questions que l'on se pose de plus en plus. On n'a pas 3 heures en plus. Et on n'a pas 3 heures pour le faire, effectivement. Et qu'en même temps, on a besoin d'avoir un entretien d'évaluation, au sens où on a besoin de savoir ce que l'on fait de bien et ce que l'on a, les points d'amélioration sur lesquels, effectivement, il faut réfléchir. Et donc, c'est un besoin, c'est une nécessité. Vous avez choisi, Pierre, une chanson que j'adore, Foule sentimentale d'Alain Souchon. Pourquoi? C'est parce qu'elle contient des choses, justement, qui éclairent le sujet dont on parle ce matin. Mais oui, il faut voir comment il nous cause. C'est dans la chanson. Exactement, il faut voir comment il nous cause. Il faut voir comment il nous cause. Et il y a un petit peu, si vous voulez, la réaction très très humaine par rapport, si vous voulez, à un supérieur hiérarchique un peu même pas condescendant, mais qui se la joue, qui écrase, qui écrase et qui est dans son personnage de hiérarchiquement supérieur et qui risque fort justement de détruire la relation et de nous enfermer dans une relation purement technique, etc. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la crise du travail doit intégrer aussi cette chose qui est la relation interpersonnelle en vérité. Voilà. Vous nous dites, Pierre, que finalement, si on veut sortir par le haut, il faut réconcilier quoi? La vie professionnelle managériale avec la vie de tous les jours, et donc d'être le plus connecté, le plus empathique, le plus bienveillant. C'est quoi là? Ouais, alors tout ça, c'est vrai. Alors, vous savez, c'est une exigence qui est difficile et qui est la grande difficulté du manager aujourd'hui, qui doit être capable d'obtenir de bons résultats. Mais pour obtenir de bons résultats aujourd'hui, on est obligé d'avoir une relation qui est une relation saine et qui n'est pas une relation conforme, stéréotypée, managérialement stéréotypée. Vous voyez, c'est cet entre-deux qui est difficile à jouer et que les gens comprennent. Et c'est pour ça qu'ils refusent un langage purement technique. Un dernier mot sur le respect de la dignité humaine, parce que ça va au-delà donc d'une simple empathie, c'est aussi prendre l'autre dans sa globalité. Oui. C'est prendre l'autre en tant que personne, c'est-à-dire, comme dit Kant, vous savez, il y a l'impératif catégorique de Kant, considère l'humanité en toi-même et dans la personne de l'autre, toujours en même temps comme une fin, jamais seulement comme un moyen. Et ça, je vais vous dire, c'est un principe, c'est un impératif catégorique. Ça se voit. Lorsque vous êtes devant un manager, n'est-ce pas? On le sent. Exactement.
On le sent et c'est un regard. Vous voyez ce que je veux dire qu'on sent. Et les gens, ils demandent à être respectés. Moi, combien de fois j'ai fait des séminaires où je demande aux salariés, c'est quoi la valeur à laquelle vous êtes le plus attaché? Et ils répondent, le respect. Donc, qui renvoie à la reconnaissance. Exactement. La reconnaissance personnelle. Merci Pierre Delbé d'être venu nous éclairer. C'est un sujet profond, d'ailleurs, qui renvoie, c'est intéressant, à un certain nombre de principes philosophiques essentiels. Ben oui. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes à la tête d'IFAE et auteur, rappelons-le, de ce livre, Aristote et non pas Socrate, les 10 clés, bien sûr, pour repenser le management. C'est votre dernier livre. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à très très bientôt. On fait une courte pause. On va parler de la culture. Ça fait bien longtemps que sur ce plateau, on n'a pas parlé culture. Tout ça s'était arrêté pendant le Covid et les entreprises culturelles, les grandes entreprises, se relancent et tout se passe plutôt pas mal. Elles créent de l'emploi. Et on accueille aujourd'hui quelqu'un qui est un homme de l'ombre, mais dont vous connaissez le spectacle. Il est le fondateur de Montreux Comédie Festival, et évidemment connu mondialement avec ses stand-up sur la scène de Montreux, c'est en Suisse. On l'accueille parce qu'il est à la fois un créateur, mais aussi un chef d'entreprise qui crée de l'emploi et qui invente le monde de demain avec le sourire. On l'accueille juste après la pause, ça sera un grand entretien. Le Cercle RH est aujourd'hui un grand entretien pour faire un petit pas de côté, mais vous allez voir, on va parler de l'entreprise malgré tout. On accueille le fondateur de Montreux Comédie Festival. Vous connaissez évidemment ce spectacle, ce divertissement qui nous fait rire chaque année. Montreux, c'est en Suisse, faut-il le rappeler. Et on accueille Grégory Furer. Bonjour Grégory. Bonjour. On est très très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors on a souvent des DRH, des CEO, des fondateurs d'entreprises. Ils font de la tech, ils font des choses très sérieuses. Vous êtes chef d'entreprise, vous l'assumez, mais de divertissement. C'est comme ça que vous vous définissez ? Oui, moi j'adore le mot industrie créative et culturelle, et dans ce mot il y a industrie. Donc on est dans une industrie. Le divertissement aujourd'hui, les grands spectacles, c'est une industrie. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de... C'est les mêmes codes que dans n'importe quelle entreprise. Il y a des budgets à tenir, il y a des employés à aller chercher, à garder. Il y a des clients, enfin voilà, je veux dire, on est. Il y a un expert comptable, il y a des bénéfices. Ou pas. Ou pas. C'est ça. Il faut, non, mais c'est vrai, il faut travailler avec des banques, on a des partenaires, on a tous les problèmes qu'une entreprise peut avoir. Et c'est vrai que la finalité, c'est de faire un produit drôle, et de s'amuser. Quelque part, il y a quand même un côté passionné quand on choisit ce métier. Mais si on ne sait pas lire un bilan, on ne fait pas très long dans ce métier aussi. Donc vous savez lire un bilan ? Moi, plus ou moins, oui. C'est ça. Mais j'ai un très bon directeur financier. Donc vous êtes bien entouré. On va revenir sur votre histoire, mais combien de collaborateurs ? On va parler du Covid, qui a été un moment d'une violence inouïe pour tous les créateurs de spectacles et pour tous ceux qui les dirigent. Mais combien de collaborateurs aujourd'hui vous avez ? En fait, nous, paradoxalement, le Covid a été une période qui a été évidemment très difficile, mais qui a quand même accéléré notre croissance, paradoxalement, parce qu'on avait, avant le Covid, mis en place 2 activités qui nous ont tirés pendant le Covid. C'était le digital, on était très présent sur le digital, et puis l'Afrique. On avait investi depuis 2015 en Afrique. Abidjan, Johannesburg. Maintenant, on est à Kinshasa, on est aussi au Burkina Faso, on est sur le même modèle que le Comédie Festival ? Exactement. Alors, sur le même modèle un petit peu différent, dans le sens où en Afrique, par exemple, il manque beaucoup d'infrastructures. Donc, on a créé une académie de l'humour à Abidjan. Et par exemple, Abidjan n'a jamais fermé pendant le Covid. Donc, on a pu délocaliser des productions qu'on ne pouvait plus faire à Paris. On les a fait à Abidjan. Et donc, on a quand même pu tirer notre épingle du jeu. Combien de salariés vous avez dans l'entreprise ? Aujourd'hui, au moment où on se parle. Aujourd'hui, on est 80. On est 80 permanents. Mais avant le Covid, on était 30. Une trentaine. Donc effectivement, on a quasiment triplé nos effectifs. C'est-à-dire que vous décidez au moment du Covid de dire on est en très grande difficulté, au lieu de ralentir et de se replier, vous accélérez, vous dites on va déployer. Ouais. C'est ça que vous dites. Exactement. Quand le Covid arrive, c'est le 16 mars, tout s'arrête. Et nous, notre activité, il y a des CDI bien sûr, il y a des CDD, mais il y a aussi beaucoup d'intermittents, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. On est quand même dans un monde qui est quand même assez précaire dans l'emploi. Et donc, quand vous êtes chef d'entreprise et que votre activité vous s'arrête, vous pouvez sauver les CDI parce que vous avez des aides, mais les auxiliaires, c'est pas possible. Donc moi, je prends la décision de maintenir 100% de l'emploi, y compris les prestataires et les vacataires, en disant à mes partenaires, qui sont des gens qui travaillent avec moi depuis certains 10-15 ans, un directeur technique, un chef, ça, c'est important, etc. D'ailleurs, d'avoir les référents. Complètement. Et là, je leur dis, voilà, spontanément comme ça, je leur dis, écoutez, on va maintenir tous les contrats qu'on a. C'est-à-dire que tous les contrats, on ne va pas les casser.
Et je dis à mon directeur financier, nous on a des réserves, parce qu'on est une boîte assez bien gérée. Je dis, En droit français ou en droit suisse? non, on est basé à Paris. C'est ça, on est d'accord. Exactement. J'ai créé ma Qu'on le boîte. précise bien. Ouais. Moi, je suis suisse d'origine, mais ma société Est à Paris. est à Paris. Et du coup, on maintient cet emploi-là. Et donc déjà, c'est un énorme soulagement pour mes équipes. Et puis, après, derrière, je leur dis, bon, maintenant, on n'a plus l'activité qu'on faisait avant, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment utiliser cette énergie pour créer du business aussi? Donc, par exemple, le digital, on avait envie de faire plein de petites choses qu'on n'avait jamais le temps de faire, on l'a fait. Oui. Moi, j'avais un problème de transfert de savoir-faire entre l'Europe et l'Afrique, par exemple. C'était souvent compliqué d'envoyer des cadres former nos équipes à Abidjan. Là, ils avaient le temps de le faire. Là, on avait le temps de le faire. Ils ont pu le faire en Zoom. Certains se sont déplacés. Donc, du coup, il y a eu aussi une espèce d'équipe qui s'est créée internationale. Donc le fait de perdre du temps, vous en avez gagné finalement. Énormément. Puis surtout quand c'est reparti. Comme en plus de ça, le Covid, il y avait des fenêtres de tir. Des fois, ça rouvrait, ça refermait. Moi, dès que ça rouvrait, on était prêt, en fait. Et donc, Et ça jouait. Et ça jouait. Donc nous, par exemple, je me rappelle, c'était quoi, en mai 2021, tout d'un coup, on nous dit, le 15 juin, les théâtres ouvrent à Paris. Nous, le 15 juin, on joue. Donc, parce que l'équipe, elle est là. Alors que si on n'avait pas gardé nos employés, et surtout nos prestataires, surtout nos vacataires, on ne serait pas reparti, en fait. Oui, ça ne repartait pas parce que vous n'étiez pas en mesure de vous mobiliser pour la date qui Voilà, jouait. Puis, les gens que vous laissez dans la nature, ils trouvent d'autres boulots. Et vous les perdez. Ils vous les perdez, ils ne reviennent plus, quoi. Grégoire Fürer, juste quand même, il y a un sujet qui est très important parce que cette émission-là, on l'avait faite avec des patrons de scènes de théâtre à Paris, qui étaient des patrons de théâtre très en vue et qui disaient, nous, pas question d'ouvrir nos théâtres. Et à l'époque, le débat Covid était posé, aux téléspectateurs, c'est-à-dire faire des captations pour que le théâtre soit vu de notre canapé. C'était un vrai débat qui a traversé, et vous le savez pertinemment. Vous avez fait le choix inverse. Complètement. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on voit le nombre de vues, ça se compte en milliards, le nombre de vues. Nous, depuis la création de nos réseaux, on est à 3 milliards de vues. Et aujourd'hui, on fait 1 500 000 vues par jour sur nos réseaux. Donc, c'est à peu près 15 vues par seconde sur une journée. Et ça, pour vous, c'est bien sûr de l'image, mais c'est aussi de la rémunération. Alors, il y a de la rémunération, mais je dirais que... et ça, c'était vraiment un pari, parce que nous, quand on a ouvert les canaux, c'était en 2009... Certains sont très bloqués là-dessus. Complètement. Nous, on nous disait, oh, mais t'es fou, tu vas vider tes salles. Pourquoi les gens iraient acheter des billets alors que... C'est exactement l'argument. Alors qu'ils peuvent tout voir sur Internet. Et moi, j'étais persuadé du contraire. Pour moi, j'étais absolument persuadé du contraire en me disant... Et il y a des précédents. Rappelons-nous, dans les années 80 ou 90, le fameux slogan « Vu à la télé ». C'était quand même un truc comme ça. Et moi, j'étais convaincu que la communauté qui se crée sur le digital allait venir au spectacle. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, la marque est devenue tellement puissante qu'on n'a jamais vendu autant de billets. On a déjà ouvert les ventes pour le mois de décembre. On a déjà 40% des ventes qui sont faites aujourd'hui pour décembre. Donc vous avez déjà le programme? Non, on n'a annoncé aucun nom. On ouvre la vente, on ouvre les jours et il y a déjà 40%. C'est un luxe quand on est chef d'entreprise. On ne montre pas le produit dans la vitrine et vous avez déjà des gens qui l'achètent. Exactement. C'est incroyable. C'est un luxe énorme, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Ce que je dis à mes équipes, je dis attention de ne pas trahir cette confiance. Donc c'est vrai que par exemple, vous savez, quand vous êtes complet, vous pouvez avoir la tentation de mettre un peu moins d'artistes, peut-être des gens un peu moins connus. Enfin, vous pouvez couper un peu dans les coûts. Et en fait, moi, je fais... Et même prendre des risques, peut-être un peu. Alors, tenter des choses. Tenter des choses, c'est sûr. Et ça, le public, d'ailleurs, aime ça. D'ailleurs, il aime qu'on prenne des risques. Mais il faut toujours garder à l'esprit que cette confiance-là, c'est un luxe, ça se mérite et ça peut se perdre aussi vite. Donc il faut garder ça à l'esprit. Juste un mot, votre société est à Paris, mais vous êtes suisse, Montreux c'est en Suisse. On a tous vu des extraits, ou même le spectacle d'ailleurs qui est diffusé sur des chaînes françaises. Spectacle, j'imagine, que vous vendez dans tous les pays francophones, j'imagine. Comment on devient patron du Montreux Comédie Festival? Ça démarre quand vos parents, c'est une rencontre, c'est comment on devient chef d'entreprise? Vous l'êtes, vous l'assumez, mais dans du spectacle vivant. En fait, alors moi je l'ai créé le festival, donc c'est moi qui l'ai créé, donc en fait j'ai envie de dire je suis un peu tombé dedans en étant petit, puisque j'avais 21 ans quand je l'ai créé. C'était 32e édition. C'était la 33e l'année. 33e, c'est ça. Exactement. Donc il y a quelques années maintenant, mais moi j'étais prédestiné à des études de commerce, j'étais un HEC à Lausanne, donc je pensais faire un travail sérieux. Moi, mes parents... Le costume, la banque... La cravate, etc. Mais mes parents viennent pas du tout du show business, ma maman était directrice d'école, mon papa était commerçant, donc voilà, c'était vraiment
vraiment, j'étais pas prédestiné. Et puis j'étais surtout dans une région qui était très très périphérique du centre, qui est Paris. Enfin, donc voilà. Donc je pars là-dedans. La vraie histoire, parce que c'est vrai, c'est souvent les plus belles sont les vraies, c'est que j'ai des copains à l'époque qui ont envie de faire ce métier, qui ont envie de devenir faire du stand-up, enfin du one-man show. À l'époque, one-man show, on dit pas stand-up. Ouais. À l'époque, on disait one-man show. Maintenant, on dit stand-up. Et ils voulaient le faire et ils n'avaient pas accès aux producteurs parisiens. Donc, moi, j'ai l'idée de monter un festival et de faire venir les producteurs à Paris. Bah oui. C'était assez simple. Donc, je suis monté à Paris avec ma mallette, c'était un peu ça. Sans costume. Non, une petite veste. Quand même une petite veste. Un petit peu habillé quand même, bien sûr. Et puis, je suis allé à la tchatch, en fait. Je suis allé dans les bureaux et puis j'ai dit à des producteurs, il n'y en avait pas 50 à l'époque à Paris, il y avait La Classe, notamment, qui était une grosse émission. Exact. Et je les ai Fabrice. attirés à Montreux avec Fabrice. Et il y avait Olivier Lejeune, qui sont venus à Montreux et qui ont vu mes copains. Et qui en ont sélectionné. Parce que l'aventure démarre de Montreux, excusez-moi. Elle démarre de Montreux. C'est Montreux, c'est chez vous. Hein. C'est chez moi. Moi, j'ai grandi à Montreux. Ouais. C'est une petite ville de 20 000 habitants. Qui est magnifique d'ailleurs. Du lac, absolument adorable. Très beau. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Puis après, j'ai été chercher dans le monde des inspirations. Et une des grandes inspirations, ça avait été les États-Unis. Moi, je suis parti, j'avais 23 ans, l'Amérique du Nord, surtout avec le Canada, et puis les États-Unis, où là, j'ai découvert le mot d'industrie culturelle. Et ce qui n'était pas du tout le cas en France. En France, on parlait de café-théâtre. On parlait de café-théâtre. On parlait peu anard, un peu, c'était la veine anard. C'était un côté, et surtout, il ne faut pas faire d'argent. Il faut faire ces choses, plus c'est petit, mieux c'est. Exact. Et moi, c'était un truc qui ne m'allait pas, en fait. Je disais, je comprends pas pourquoi on peut pas en faire un business, en fait. Mais un business au sens noble du terme. Mais arrêtons-nous un instant sur le mot industrie, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais au sens propre du mot. C'est-à-dire, il y a des industries, on fabrique des objets, mais vous assumez le mot industrie. Vous, le chef d'entreprise que vous êtes, quand vous réunissez vos équipes et que vous les préparez à ce qui va arriver en décembre, c'est quoi les critères qui justifient le fait que vous assumiez l'industrie? C'est la qualité des voitures qui accueillent les artistes, c'est les chambres, c'est où est-ce que vous êtes le plus méticuleux, comme un industriel qui dit, dans toutes les chaînes de valeur, il ne faut pas se rater. Ça démarre d'où et ça va jusqu'où? Je dirais, alors d'abord quand même c'est le projet artistique qui quand même. C'est à la base, c'est d'abord un projet artistique. Il ne faut jamais l'oublier. D'abord, c'est un projet artistique, et moi, je me considère comme un producteur artistique, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui veut faire quelque chose de qualité au service de l'art. Donc vous repérez d'abord. Donc repérer, d'avoir une vision artistique, d'avoir un projet artistique. Puis après, derrière, vraiment, c'est d'avoir dans chaque secteur les meilleurs. Dans chaque secteur, les meilleurs qui sont meilleurs que moi. C'est-à-dire mon directeur technique est meilleur que moi, mon directeur de la com est meilleur que moi, mon directeur logistique est meilleur que moi, mon directeur financier est meilleur que moi. Et à la fin, c'est d'aller chercher les meilleurs talents. Et souvent, d'ailleurs, dans nos petits métiers artisanaux, ça reste quand même un métier artisanal au sens noble du terme. On a tendance à couper sur des postes qui nous semblent un peu mineurs. Je pense, par exemple, la direction financière. Peu d'entreprises de notre acabit va aller chercher un directeur financier. C'est vrai. Va avoir un bon compte. Vous en avez un. Moi, j'ai un directeur financier. Parce qu'il vous règle les comptes de manière à bien équilibrer les budgets. Pas que les comptes, mais aussi la prospection, discuter avec les banques, faire des investissements, d'utiliser la trésorerie à bon escient. Enfin voilà, tout ce travail-là qui est quand même vachement important. Vous êtes aussi producteur, c'est-à-dire que vous produisez des artistes, ou vous êtes simplement producteur de l'événement Montreux? Aujourd'hui, on est producteur de l'événement uniquement, mais on a l'événement Montreux, on ne produit pas d'artistes. Moi, je l'ai fait dans ma carrière. C'est ça. C'est ça que je pose la question. J'ai fait à Paris, j'ai produit beaucoup d'artistes. C'est très formateur, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de produire des événements. Donc, on a Montreux, on a l'Hilarius, on a un festival à Cannes qui s'appelle Big Perf, on a un festival à Montréal. Là, on se lance un défi fou pour une petite boîte comme la nôtre, qui est d'investir en Amérique du Nord. Donc, on y va. Vous allez conquérir le marché américain. C'est ça un peu l'idée. On va peut-être pas parler de conquérir, mais le petit Suisse qui part. Ouais, le petit français, parce qu'on y va avec la BPI, on y va avec Culture Export et qui nous accompagne là-dessus. Et moi, je dis, il n'y a pas de raison qu'on soit pas ambitieux en étant français, en fait. Pourquoi on attendrait que les Américains... Même modèle, Montreux Comédie Festival, c'est-à-dire le même système, le même esprit? Le même esprit, en sachant que nos festivals, en fait, sont des leviers pour faire du contenu. Nous, quelque part, on a 3 business units dans notre équipe. On a le live, qui est la base. On a le média, ce qui est le Media House, et puis on a ce qu'on appelle le studio, ce qui est tout ce qu'on peut faire avec la caravane artistique. On peut faire une série pour Netflix, on peut faire une opération de brand content pour une marque, etc. Mais ce savoir-faire-là, en tout cas tel que nous on le pratique,
on n'a pas d'équivalent dans le monde aujourd'hui. Donc on croit à notre modèle et on va tout faire pour être le premier groupe mondial d'humour. Avec l'enjeu web, avec l'enjeu de l'hybridation, parce que quand vous avez commencé il y a 32 ans, ce sujet 33 ans, ou 34 même d'ailleurs, ça n'existait pas. Non. Et vous avez donc forcément dû grandir avec. C'est ça. Quelle place occupe aujourd'hui le web, le métaverse, même si dans les spectacles on joue beaucoup avec ces sujets, mais vous en tant qu'industriel du spectacle, comment vous l'intégrez? En fait, si vous voulez, moi c'est toujours la même vision. C'est-à-dire, ma première vision, c'est le contenu. Donc quand vous faites un spectacle d'humour, vous avez le choix entre faire un spectacle, vous avez la billetterie, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Ouais. Moi j'ai toujours dit, il faut capter ça, parce que c'est dommage de perdre ce contenu. Propriétaire du contenu, on est d'accord. Propriétaire du contenu, Bien sûr. avec l'artiste, toujours avec l'artiste, Bien sûr, bien sûr. et d'être propriétaire du contenu. Donc au départ, nos premiers débouchés, c'est la télé. Donc on travaille avec la télévision, les grandes chaînes de télé, la TNT, etc. Et puis aujourd'hui, on continue à travailler avec la télé. On a Canal+, qui est un gros partenaire, mais on s'autorise de faire des spectacles en direct uniquement pour les plateformes sociales. Et on croit énormément à l'arrivée de la Fast TV. Donc là, on crée nos premiers canaux de Fast TV qu'on lance à Montréal au mois de mai, qui s'appellera Joke Nation. Et on y croit à fond parce que... Ça marche comment, la Fast TV? En fait, c'est... La Fast TV, c'est de la télévision, en fait, en live sur les téléphones portables, mais financée par la publicité. Donc là, on a fait quelques tests. Déjà, cette année, on a fait des tests. Un partenaire qui finance le spectacle? Ou Non, plusieurs partenaires? Alors aujourd'hui, c'est vraiment du rev share, c'est vraiment du revenue sharing. Donc là, on a fait les tests pendant 2 mois avec une des références de la Fast TV, qui est Pluto TV, qui appartient au groupe Viacom. Et voilà, en 1 mois, on était la 3e chaîne, toute catégorie confondue, sur la plateforme. Donc c'est vraiment aujourd'hui la preuve qu'il y a un business model là derrière. Juste un petit mot, c'est une question personnelle. Jamel Comedy Club, il vous a racheté la marque? Non. Vous l'avez Non. autorisé à l'appeler Jamel Comedy Club? Parce qu'en même temps, c'est exactement le même modèle. C'est le même modèle. Vous en avez parlé ensemble, peut-être? Oui, moi, on connaît très bien Jamel. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il est venu chez vous, hein? Bien sûr, il est venu plein de fois chez nous. Et puis Jamel, c'est lui qui a amené finalement le stand-up en Europe, quand même. C'est vrai. Il a apporté ça. Un style, un mouvement. C'est lui qui a permis un phrasé. C'est lui qui a permis aussi à des minorités de s'exprimer. Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément fait avancer les choses. Donc on a beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et puis non, vous savez, dans ce métier, moi je dis, voilà. Il y a de la place pour tout le monde, et aujourd'hui, nous, on a notre grande force aujourd'hui avec Montreux Comédie, c'est vraiment la francophonie dans sa grande diversité. Voilà, on a les Belges, des Suisses, des Africains, des Québécois, des Français, bien sûr. évidemment beaucoup de Français. Jamel, il a quand même une ligne éditoriale qui est un peu plus ethnique, on va dire, donc c'est très complémentaire, et voilà, donc on est très Et le content. festival de Marrakech aussi, par ailleurs, Marrakech, qui est un autre... Avant de nous quitter, parce que le monde est morose, ça manifeste beaucoup dans les rues de Paris, il y a des tensions dans l'Assemblée nationale, il y a des inquiétudes. En même temps, quoi, vous faites de l'industrie, mais vous nous vendez du rêve. Les gens en ont besoin de ça. Clairement. D'où le succès dont vous nous parliez tout à l'heure avec la Fast TV. On a besoin de rire. On a besoin de rire. Et puis moi, j'ai beaucoup parlé ces derniers jours. On était à l'Hilarious au festival. Beaucoup de producteurs. À Lille, c'est... À Lille, exactement. On l'a pas dit, mais c'est à Lille. À Lille. Et on a beaucoup discuté avec des producteurs qui étaient là. Et on vit un peu une âge d'or de la production humoristique en ce moment. C'est vrai que les salles sont incroyablement pleines. Il y a même des artistes, on le voit aujourd'hui, qui s'attaquent à des Bercy, des stades. C'est quand même fou dans l'humour. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, le monde a besoin de rire. Alors, il y a ça qui est vrai. Il y a la situation géopolitique qui est compliquée, la crise, etc. On a toujours eu besoin de rire. Hein. Toujours besoin de rire. Mais il y a aussi, et je pense que c'est aussi important, parce qu'on reste quand même dans une industrie de l'offre. D'abord, hein, c'est quand même, plus il y en a, plus les gens ont envie de sortir. Et il y a aujourd'hui une qualité absolument incroyable de stand-uppers qui arrivent sur le marché. Il y a vraiment, je le dis, la nouvelle génération, elle est incroyable, elle est inspirante, elle travaille comme des fous. Moi, je vois les petits jeunes qui grattent dans les comédie clubs et qui font des vannes tous les jours, mais c'est des gens qui travaillent non-stop. C'est un boulot de faire des vannes, d'enchaîner. C'est énorme. Et cette immense compétence, ça amène du public, en fait, tout simplement. Donc, j'ai vu que vous rêviez d'être pilote de ligne. Ça fait 34 ans maintenant, vous faites ça. C'est fini, quoi. Là, vous êtes un homme heureux, ou est-ce que vous êtes un perpétuel angoissé?
Non, Les Suisses sont calmes, mais ils ont des angoisses aussi. non, je suis un peu stressé toujours. C'est ça qu'il faut que je me déstresse parce que j'ai. C'est ça, hein, on sent que chez vous, il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut. J'ai toujours j'ai aussi envie de rien rater en fait. Bah ouais. Je me dis toujours, on est dans un monde où tout va très vite, donc. Chaque minute compte, quoi. Voilà. J'avais une vieille habitude de sportif aussi où je dis c'est une compétition, il faut toujours être au top et il faut pas il faut pas se reposer sur ses lauriers et être toujours à l'affût, quoi. Et c'est ça qui parfois je me mets une petite pression que j'aurais Ouais, mais qui est bonne, me mettre. Mais qui est bonne, qui fait que ça fait 35 ans, 34 ans que vous êtes là et vous êtes au top. Mais comme j'adore aller dans les comédie clubs à Paris voir des spectacles, alors que Ouais. parfois à mon âge, on va dire, on envoie des petits jeunes le faire à sa place. Mais vous continuez à j'aime le faire ça. Et le jour où je pense que j'aurais plus envie d'y aller, vous passerez la main. des questions. Merci Grégoire Führer, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à parce que vous. vous avez monté un petit empire, effectivement, et ça a commencé à Montreux il y a 34 ans. 34 ans. 34 ans, quelle aventure et le nombre de personnes et de rencontres que vous avez évidemment faites. Montreux Comédie Festival, il y a le web, il y a la conquête du marché américain et canadien, si j'ai bien compris, Canadien. qui est une autre aventure qui s'ouvre à vous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir ici dans Smart Job. C'est un vrai chef d'entreprise qui était avec nous aujourd'hui. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser au RH. Il a un directeur financier, je ne sais pas s'il a un RH. Oui, aussi. Il a aussi un RH, il est complet, ils sont complets. Les RH, ils sont un peu tout seuls quand c'est compliqué. Et bien justement, on en parle avec Clara Leparquet. Aider les DRH, c'est important. Fenêtre sur l'emploi est notre invité pour parler des RH. Alors les RH étaient en première ligne pendant cette crise Covid. Il y a eu même un numéro vert qui avait été mis en place pour les DRH lorsqu'ils craquaient, quand ils étaient à bout pour gérer cette crise Covid. Et on en parle avec Clara Leparquet. Vous êtes CEO, fondatrice de MTH Coaching et vous serez régulièrement sur notre plateau chaque mois pour nous éclairer sur des sujets. Aujourd'hui, vous avez choisi justement de vous mettre un peu au chevet pour faire une image des RH. C'est vrai qu'ils sont un peu seuls, ils s'occupent de tout le monde. Mais personne ne s'occupe d'eux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pourquoi ils sont en première ligne et c'est un métier qui est très intéressant parce qu'il est féminin, Oui. globalement féminin, et assez complexe comme métier. C'est ça. Alors, c'est un des métiers les plus féminins parce qu'il y a 80% des cadres RH qui sont des femmes, alors qu'en moyenne, c'est plutôt 37%. Donc ça, c'est une première particularité. Et après, ils ont un positionnement qui est très complexe parce qu'en fait, ils se retrouvent à nager entre deux eaux. Entre la direction et les salariés, ils sont au service de la direction, au service des salariés, avec des intérêts parfois différents. Et de la part des salariés, il y a aussi, parfois, on alterne entre méfiance, impression d'avoir l'œil de Moscou en face de soi. C'est la direction, malgré tout. Voilà, c'est ça. Et en même temps, peut-être certains aussi qui se disent que ce serait peut-être pas mal d'être dans les petits papiers des RH. Donc ça questionne parfois la relation qu'il peut y avoir entre les salariés et les RH, et donc c'est difficile pour eux. Et c'est une population, d'un point de vue de la population professionnelle, très très engagée, très dynamique la plupart du temps, et qui est quand même confrontée à des risques psychosociaux importants pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Elle est au contact des souffrances. Ils sont au contact des souffrances, et en plus c'est un métier passion. Il y a à peu près 71% des RH qui choisissent ce métier pour leur dimension humaine et sociale. Et comme tout métier passion, on est beaucoup plus exposé aux facteurs de risques psychosociaux parce que, vous l'avez dit, on est très engagé, très investi. En plus, le Covid, vous l'avez aussi évoqué, a rajouté une charge de travail énorme pour les RH. Alors ça a eu le mérite aussi de mettre ce métier un peu plus dans la lumière parce que c'est quand même un métier de l'ombre. C'est vrai. Et si on est honnête et qu'on interroge un certain nombre de salariés, il y en a quand même beaucoup encore aujourd'hui qui se demandent ce que font les RH. Et c'est bien dommage, parce que les RH, ils font plein de choses. C'est un métier hyper complexe aussi de par sa variété. Ils adressent énormément de sujets. Et c'est un métier qui mériterait d'être beaucoup plus connu et reconnu et mis dans la lumière. La détresse psychologique, il y a des chiffres qui sont assez alarmants quand même, parce qu'on l'avait vu pendant le Covid, des risques de burn-out, des états de détresse psychologique. On les voit, ces chiffres, 82% se déclarent proches du burn-out, 64% se disent en détresse psychologique et 71% d'entre eux déplorent, vous l'évoquiez, une forme d'isolement. Alors en fait, c'est eux qui prescrivent des accompagnements, c'est eux qui prennent soin des autres. Et donc, finalement, c'est compliqué de prescrire pour soi. C'est quasiment impossible, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une des premières raisons. Une deuxième, c'est aussi lié à la nature, finalement, de ces personnes qui, souvent, sans faire non plus une grande généralité, mais ont plus de mal à demander de l'aide,
la vulnérabilité est encore tabou dans ces métiers-là. C'est vrai. Et finalement, les personnes qui peuvent aussi les aider sont quelque part leurs collègues, c'est-à-dire que le psychologue du travail, le médecin du travail, c'est des personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler pour accompagner les salariés. Donc, c'est pas évident de s'adresser à ces personnes-là. Puis la vraie difficulté pour un COMEX ou pour un dirigeant qui voit sa DRH en détresse, c'est à qui il s'adresse pour aller aider la DRH. Parce C'est que ça. cabinet extérieur, cabinet de coaching, comment on fait là ? C'est quoi les outils ? Il n'y en a pas d'outils pour les DRH ? Alors déjà, la direction des ressources humaines déjà doit prendre le pouls quand même de son équipe. De son patron bien et de sûr. son équipe. Voilà, Ouais. le DG de son DRH. Et ensuite, c'est proposer effectivement un accompagnement plutôt externe pour les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est compliqué pour un RH d'être Ouais. accompagné en interne, encore plus que pour un salarié. Et là, il y a plusieurs façons de les accompagner. On peut soit proposer un accompagnement collectif, parce que comme ça, on crée du lien et on renforce finalement, ou en tout cas, on diminue ce sentiment de solitude avec des échanges de pratiques, du co-développement, par exemple. Et puis aussi des accompagnements individuels pour leur permettre de trouver un sas de décompression et puis pour se développer sur ce dont ils ont besoin et trouver des solutions. Nous, c'est ce qu'on propose, par exemple, avec une hotline dédiée au RH. C'est-à-dire que quand ils ont un besoin ponctuel, plus ou moins urgent, ils ont une équipe qui leur est dédiée, qui n'est pas la même que l'équipe qu'on peut proposer à leurs salariés. Mais ils ont quelles demandes ? C'est souvent des demandes psychologiques, parce que j'ai compris à travers cette émission et les DRH qui passent, et puis le réseau qui s'est constitué, cette communauté de Smart Job, qu'en fait, ils ont aussi besoin d'échanger leurs expériences, de pouvoir croiser leurs points de vue, et même dans leur réseau, de pouvoir se dire, tiens, t'as essayé ça, moi je ne l'ai pas essayé. Il y a de ça aussi dans le RH. D'où l'intérêt de l'accompagnement collectif, et en plus, s'il peut être inter-entreprise, c'est encore mieux, parce qu'ils se nourrissent aussi d'expériences de collègues d'autres entreprises. Et après, en individuel, on va être sur des questions de positionnement, de charge mentale. Il y a un vrai sujet de charge mentale, de charge de travail, de stress. Et puis parfois, on a dit aussi que c'était un public très féminin, de leadership aussi, de positionnement par rapport à une direction plus masculine. Ouais, avant de nous quitter, vous avez dit, et c'est intéressant, parce que depuis le Covid, les RH, on en a énormément parlé, peut-être Oui. à travers cette émission et à travers des articles. Le RH s'est révélé, s'est même dévoilé, mais avant le Covid, franchement, souvent les DRH se plaignaient, les femmes d'ailleurs se plaignaient de ne pas être écoutées dans leur COMEX. On faisait parler de marketing, la communication, la finance. Mais les DRH, c'était souvent ce qui coûtait cher et on disait, bon, on verra après. Il y a un peu de ça quand même. C'était une fonction délaissée, isolée, fonction... Un peu mal aimée même. Mal aimée, ouais. C'était un peu les mal aimés. Ils font aussi souvent le sale job aussi, où ils sont assimilés à ceux qui vont dire non, à ceux qui vont licencier, gérer les plans sociaux, alors que c'est bien plus large que ça. Et en fait, ils sont très nombreux à déplorer justement le manque de temps et le manque de moyens pour se consacrer à ce qui leur plaît vraiment. Leur cœur de métier, ouais. C'est ça, leur cœur de métier. Et en fait, c'est qu'ils se confrontent à la réalité du terrain alors qu'ils arrivent avec des aspirations très fortes de vouloir Transformer. être utile, transformer, accompagner les transformations. Et après, il y a la réalité qui est un peu plus complexe. Et avant, on les appelait les responsables du personnel. Et aujourd'hui, leur titre change. Ils ne sont plus DRH, ils sont en charge de la transformation et de l'innovation. C'est ça. Les titres On changent. parle aussi de richesse humaine. Exactement. On est en train de transformer le mot DRH en d'autres mots, peut-être plus dans l'humain et dans l'empathie. Merci Clara Leparquet. Merci Arnaud. On va vous retrouver chaque mois pour une chronique, pour un éclairage passionnant à la tête de MTH Coaching. Merci de nous avoir rendu visite. À très 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 bientôt. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël aujourd'hui pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité, merci à vous. Je serai là demain évidemment pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.